Cette troisième table ronde est également un moment justement pour aller encore plus ouvrir nos esprits, aller réfléchir à différentes pratiques. Vous savez, tout au long de ce colloque, on a parlé de l'accessibilité des services, on a parlé de comment venir répondre mieux à une diversité de besoins de jeunes, à une diversité d'intervenants et aussi à une diversité de formes de pratiques. Donc, pour réfléchir à toutes ces formes innovantes, ces approches, ces outils, on a décidé d'inviter 5 personnes merveilleuses qui vont nous partager leurs pratiques. Donc, aujourd'hui, comment ça va fonctionner? En fait, chacune de nos invités va avoir la chance de présenter pendant 5 minutes ce qu'elles font au quotidien. Et puis ensuite, elles vont être invitées à des tables, là où vous êtes assises, et vous aurez la chance de venir les rencontrer à chacune des tables, de poser des questions, d'écouter, et puis vous aurez la chance, là, pendant la dernière heure, de venir circuler entre les tables et de rencontrer chacune de nos invités, en fait. Donc, sans plus tarder, je vais inviter chacune des personnes à se présenter. Donc, on a la chance aujourd'hui d'avoir Tania Milani, qui va nous présenter, entre autres, son approche autour de l'hypnose. On a aussi Karine Lavoie, qui est directrice du Sécarpiste et qui va également nous présenter l'approche autour du cercle social, entre autres. On a également Sophie Brassard, qui va nous présenter ses outils également au niveau de l'accompagnement des athlètes. Et puis, on a aussi Julie Marchand, directrice d'Académos, au niveau de l'approche avec Mentor, entre autres. Et on a Élise Joubert aussi qui va nous parler de l'approche par la nature. Alors, je suis conseillère d'orientation en pratique privée. Je travaille donc avec des jeunes adultes. Je suis aussi coach de ski acrobatique les fins de semaine au Mont-Saint-Anne. Donc, je travaille aussi avec des jeunes de 7 à 17 ans dans ce domaine-là. J'ai fait mon baccalauréat en psychologie, ma maîtrise en sciences de l'orientation et dernièrement, j'ai terminé en août dernier mon micro-programme de 2e cycle en intervention psychosociale par la nature et l'aventure. Donc, c'est dans l'élaboration de projets pilotes en ce moment que j'essaie de développer des projets pour intervenir auprès des étudiants athlètes des cégeps universités, développer la connaissance de soi par la nature et l'aventure. Donc, c'est embryonnaire, mais c'est une approche très intéressante qui fait vraiment du sens. J'ai pu expérimenter aussi dans mes études. L'intervention par la nature et l'aventure, c'est pas de faire de l'intervention comme entre 4 murs puis l'amener dehors. C'est vraiment d'utiliser les leviers de la nature et l'aventure pour amener à des prises de conscience. Il y a 4 ingrédients actifs qui sont importants à prendre en considération dans cette approche-là. La première, c'est la dynamique de groupe. Donc, utiliser les forces de tous et chacun, les interactions pour justement mener à ressortir les forces et les limites de tous et chacun, les différences. Ensuite de ça, on a le déséquilibre. Donc, sortir les participants de la zone de confort, de vraiment changer d'environnement. Donc, aller dans un environnement qui est peu familier. Ça permet d'engager, de mobiliser des stratégies d'adaptation, de développer des compétences. Puis, ça met en lumière, encore une fois, les forces et les limites des participants. Puis, ça permet de voir aussi différents types de leadership. Troisième ingrédient actif de l'intervention par la nature et l'aventure, c'est le risque. Donc, on a un risque perçu et un risque réel. Donc, quand on a l'effet de surprise, bien, ça peut mettre en lumière des craintes, des peurs qu'on peut travailler, puis les amener à les surmonter. Donc, ça a vraiment un impact positif sur l'estime personnelle, la confiance en soi, le développement des compétences. Puis, bien, rassurez-vous, là, on ne le met jamais en danger. C'est tout le temps un risque qui est calculé. Là. Mais ça peut justement être transféré pour les jeunes adultes pour venir contrer des enjeux qui vivent au quotidien. Donc, exemple, la procrastination, des blocages mentaux, une crainte par rapport au futur. Donc, c'est vraiment intéressant, la notion de risque. Et le dernier ingrédient, c'est l'expérientiel. Dans le fond, c'est d'engager tout le corps dans l'expérience, qui est une expérience partagée. Pour l'instant, c'est de l'intervention de groupe qu'on fait, mais il va pouvoir avoir ouverture à l'intervention individuelle avec la nature et l'aventure, mais c'est vraiment plus orienté vers le groupe. Donc, on implique le corps, on est dans l'action, et ça peut faire que ça va chercher justement une clientèle différente avec des styles d'apprentissage différents aussi. Puis, c'est pas seulement de la théorie qui est présentée, c'est vraiment ils vivent, donc ça intègre différemment les apprentissages via l'expérientiel.
Notre posture comme intervenant dans cette approche-là, c'est beaucoup plus en soutien. Donc, on est là pour créer un environnement bienveillant, pour les amener à faire des essais-erreurs, puis à développer. On utilise beaucoup l'autodétermination, donc ça vient les amener à développer l'autonomie décisionnelle. On observe beaucoup la dynamique de groupe, justement. On observe aussi les fenêtres d'intervention. Je donne comme exemple, si il y a quelqu'un dans une randonnée qui a plus de difficultés, plus de limites, oui, on lève un flag, on fait « OK, voici ce qui se passe, c'est une fenêtre d'intervention », mais on laisse le groupe agir. On regarde comment ils vont réagir par rapport à ça. Fait que ça fait ressortir justement les modes de fonctionnement, les tendances naturelles des personnes. Et comme petit exemple pour terminer mon 5 minutes, je ne sais pas si j'ai respecté le temps, mais comme exemple de ce qu'on peut faire comme intervention en nature, on parle d'expéditions en camping de longue durée, de courte durée, on parle de rafting, via ferrata, randonnée, ça peut être aussi de l'intervention en nature 2-3 heures de temps. C'est sûr que ça change en fonction des enjeux puis de l'ouverture qu'il y a de la part du groupe. Il y a aussi le volet plus nature, la symbolique de la nature, fait qu'utiliser la nature pour faire un sens avec les éléments de la nature. Les bains de forêt, donc tout ce qui est la notion de pleine conscience, méditation. Fait que vraiment, c'est un beau terrain à aller explorer pour la clientèle, autant des jeunes adultes que des adultes. Là. Célie, j'aurais tout plein de questions pour toi, mais on va les garder parce qu'on va être ensemble à la table ensuite de ça. Donc, merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un d'autre a envie de prendre la parole? Vas-y. Oui. Bonjour. Julie Marchand. Oui, Julie Marchand, directrice générale d'Academos. La majorité d'entre vous connaissez Academos, mais moi, après 1 an en poste, je peux vous dire que quand je rencontre des gens qui connaissent Academos, souvent, ils ne connaissent pas tout ce qu'on fait. Donc, c'est ce qu'on veut vous présenter aujourd'hui. Rapidement, Academos a été créé il y a 24 ans au cégep Bois-de-Boulogne. Donc, puis en 24 ans, on a connu plusieurs évolutions et on continue à évoluer. Pour ceux qui ne connaissent pas Academos, c'est une application mobile qui permet aux jeunes de 14 à 30 ans, c'est ça, 14 à 30 ans, d'échanger avec des mentors, d'échanger sur des métiers, des professions. Donc, c'est vraiment un échange de chat sur le téléphone ou un ordinateur. Donc, c'est vraiment facile pour le jeune, facile pour notre mentor bénévole, parce que c'est des services gratuits qu'on offre de mentorat, de pouvoir échanger. Et en chiffres, là, on a 136 000 jeunes sur notre plateforme en ce moment. On a 21 000 nouveaux jeunes qui s'ajoutent à notre plateforme par année. On fait 23 000 jumelages. Mais tout ceci ne serait pas possible sans nos 3 400 mentors. À tous les ans, on doit recruter des nouveaux mentors parce qu'on veut quand même garder une certaine diversité pour nos jeunes. Et puis, comme je disais, ils sont tous bénévoles. Donc, écoutez, on fait aussi un sondage, je ne sais pas si vous connaissez la Gen Z, donc on fait un sondage, on va être à notre 3e année cette année, qui nous alimente sur ce que les jeunes veulent, mais donne aussi de l'information pour des gens comme vous qui travaillent avec les jeunes, mais nous alimente aussi pour voir comment on doit faire évoluer nos services. Donc, juste avant la COVID, on a lancé également des stages. Donc, un stage d'1 jour, parce que les jeunes ont dit, mais on aimerait aussi avoir un contact direct avec le milieu. Et puis, c'est des stages. Nous, notre force, c'est de favoriser la connexion entre deux personnes. Donc, ce n'est pas des formulaires de stage, c'est vraiment un mentor qui désire faire vivre une journée de stage à un jeune, qui affiche son stage sur la plateforme, et un jeune qui est à la recherche d'un stage, le jumelage se fait comme ça. Donc, ce n'est pas Academos qui est responsable des stages. Et puis, comme je disais, quand on fait ce sondage-là, on voit plein de choses émerger, puis on en a parlé hier, toutes les questions de diversité, les questions aussi de parcours atypique. Donc, on essaie d'être toujours à l'écoute d'eux, puis leur proposer aussi des contenus dans ce sens-là, dont une campagne qu'on a faite l'année passée pour vous donner une idée sur les parcours atypiques. Donc, on a trouvé des mentors, recruté des mentors avec des parcours atypiques. Ils ont été ajoutés à notre base de données. On a ajouté un champ de recherche pour que les jeunes puissent dire, mais moi, je parlais à quelqu'un qui a un parcours atypique. L'objectif, c'est de déstigmatiser les parcours atypiques, dire c'est correct d'avoir un parcours atypique, lâche pas. Et puis, on leur offre aussi des vidéos de mentors, des modèles finalement, qui leur disent, écoutez, moi, je suis passée par telle étape, mais bon, je suis arrivée à mon but, je suis heureux. Continue à faire ton parcours, ça vaut la peine. Donc, on travaille aussi, on a aussi mis de l'avant des mentors, des modèles mentors qui sont dans des métiers ou des professions genrées. On a comme une femme noire en aéronautique qui est un modèle.
Nous, quand on a des témoignages, c'est toujours des témoignages très authentiques. Donc, elle ne va pas dire que tout est parfait, tout est rose, mais c'est possible. Donc, on met ces mentors-là également disponibles pour les jeunes. Et on a aussi toutes les questions de diversité, évidemment. Donc, on regarde maintenant notre base de données de mentors avec une autre paire de lunettes. On se dit, peut-être qu'on n'est pas aussi diversifié qu'on croyait. Donc, cette année, on met de l'emphase pour aller recruter des mentors. Que quand le jeune, parce qu'on n'ira pas mettre un champ qui dit est-ce que tu es d'une communauté culturelle, mais au moins quand le jeune fait sa recherche, mais si il voit des gens qui lui ressemblent, mais tout au moins, s'il désire échanger avec des gens qui lui ressemblent, mais qu'il puisse en retrouver. Alors, on vous invite à venir nous parler tantôt. On est finalement un outil pour votre boîte à outils. Si vous voulez venir échanger avec nous sur comment travailler avec cet outil, ça va nous faire plaisir. Merci beaucoup, Julie. Alors, Sophie, est-ce que tu veux continuer à parler de ton outil? Oui. Bonjour, moi c'est Sophie. Je travaille pour la Fondation de l'athlète excellente conjointement avec le Comité olympique canadien. Dans le fond, ma clientèle, c'est les athlètes de haut niveau, majoritairement provinciales, mais aussi majoritairement des équipes nationales, donc souvent jeunes adultes aussi. Je m'occupe des athlètes qui sont au Québec, mais puisqu'ils ne sont pas nécessairement du Québec, ils s'entraînent au Québec. Au Stade olympique, on a 12 équipes nationales, plus toutes les équipes autres. Donc, la prochaine fois que vous entendez qu'il n'y a rien au stade, c'est pas vrai. C'est juste que c'est caché. Puis, dans le fond, c'est des jeunes qui vivent énormément de transitions. Donc, ils peuvent arriver de d'autres provinces ou qui peuvent arriver de d'autres villes, qui arrivent sur une équipe nationale, leur changement de vie complet, 30 à 40 heures d'entraînement, tous en essayant de jongler leur étude aussi, ou un parcours professionnel en même temps. Donc, moi, comme conseillère d'orientation, j'essaie vraiment je travaille beaucoup l'identité, donc que l'identité ne devienne pas exclusive au sport, mais qu'ils puissent aussi s'identifier à d'autres sphères de leur vie. Et puis, qui rééquilibrent toutes ces sphères-là lors des transitions, donc soit vers l'équipe, lors des sélections, s'il y a une blessure, lors de la sortie des équipes, du cégep à l'université aussi, qui est une des très grandes transitions du secondaire au cégep, tout en jumelant leur sport. Donc, je viens vous ressortir un outil des boulamites, que vous connaissez probablement tous, qui est la roue de la vie, la tarte. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. On l'utilise vraiment beaucoup avec nos jeunes en transition pour non seulement leur montrer que présentement, ton équilibre est comment, donc la prise de conscience, mais aussi aller leur faire viser, ça serait quoi ton équilibre optimal pour garder ton bien-être dans l'atteinte de ton objectif, puis leur essayer qu'ils aient le contrôle sur cet équilibre-là en leur expliquant que c'est normal des fois de se déséquilibrer lors, par exemple, d'une fin de session ou bien d'un projet, tant qu'on sache comment se rééquilibrer, et puis qu'on puisse avoir des petits objectifs par sphère. Donc, je leur explique que moi, je travaille beaucoup la sphère de la carrière, mais que chaque sphère va venir jouer sur cette sphère de carrière-là. Donc, c'est important de tout le temps aller voir c'est quoi tes objectifs pour ramener ta sphère sociale, ta sphère famille, ta sphère santé, ta sphère sport. Donc, lors des transitions, puis tout au long du parcours. Donc, c'est un outil que je trouve intéressant de présenter parce que j'ai une voisine qui est psychoéducatrice auprès des jeunes adultes, puis on fait souvent des outils ensemble parce que les jeunes adultes aussi, dépendamment de leur milieu, ont à jongler beaucoup d'identités, des fois des parents, des fois emploi à temps plein, en plus d'un retour aux études. Donc, c'est une façon un peu de venir voir, bon, mais quelle sphère pourrait être améliorée, comment jongler avec tout ça, puis comment un peu ramener toutes ces identités-là dans un projet commun. Merci beaucoup. Merci. On peut penser à toutes les jeunes aussi en sport-études ou dans différents contextes ou art-études, donc qui doivent focaliser aussi sur un autre aspect particulièrement. Donc, merci beaucoup. Karine, est-ce que tu souhaites continuer? Oui. Bonjour tout le monde. Donc, Karine Lavoie, je suis à la direction de Cirque Hors-Piste. Je suis une ancienne artiste et après ça qui est devenue formatrice en cirque social spécifiquement. Donc, j'ai été travailler notamment au Cirque du Soleil. Puis là, je suis revenue vraiment pour me consacrer au développement de l'approche du cirque social ici au Québec, mais plus largement au Canada. Donc, Cirque Hors-Piste, c'est un organisme qui utilise le cirque comme outil d'intervention sociale, une approche là, qu'on appelle le cirque social.
J'écoutais tantôt Élise parler, en parlant de l'intervention par le plein air, il y a énormément, on pourrait parler des deux approches, puis il y a beaucoup de similarités, c'est des approches vraiment complémentaires. Donc, on est basé à Montréal, puis c'est ça, on intervient spécifiquement auprès des jeunes âgés de 15 à 30 ans, des jeunes qui vivent des situations de grande précarité. Donc, ça peut être des enjeux au niveau de la santé mentale, beaucoup de jeunes qui sont en situation d'itinérance, etc. Donc, puis notamment aussi, on dit ni aux études, ni en emploi, ni en formation. Donc, nous, souvent, on dit, bien, on a des jeunes qui ont plein de créativité, plein de talents, qui sont débrouillards. Donc, on utilise vraiment le cirque pour développer leur potentialité. Puis comment on fait ça à Cirque Corpus? En fait, on intervient de différentes façons. Donc, on a tout plein de volets d'activités. On commence par même aller les rejoindre dans la rue, créer un premier contact. Donc, le cirque permet une attractivité, donc facilite la création de liens. Puis, on a d'autres volets plus structurants. Puis aujourd'hui, je vais me consacrer un peu plus là, sur un de nos volets qui s'appelle les créations collectives, où est-ce que l'objectif principal, c'est vraiment la pré-employabilité des jeunes avec qui on travaille. L'outil cirque, pour nous, pourquoi le cirque? C'est un outil qui permet, d'une part, qui est diversifié. Hein? Quand on entend cirque, on peut voir acrobate, on peut voir jonglerie, on peut voir jeux théâtraux. Donc, cette diversité-là nous permet à la fois, comme je disais tantôt, de développer plusieurs potentialités, plusieurs compétences sociales des jeunes, mais aussi, ça permet de rejoindre là, beaucoup de jeunes. Donc, c'est un art qui est vraiment inclusif. Puis, quand on pense au cirque, quand on pense alternatif, marginalité, puis souvent, les jeunes avec qui on travaille se sentent interpellés par ça, donc sentent enfin qu'ils ont une place à eux où est-ce qu'ils peuvent se reconnaître. Donc, notre volet de préemployabilité, rapidement, je vais rapidement, puis n'hésitez pas après si vous avez des questions là, à venir me rejoindre. Donc, on a choisi de travailler pendant 1 mois avec les jeunes. C'est un peu pour... on se situe entre le travail à la journée puis les programmes plus long terme de 6 mois. On trouvait qu'1 mois, ça nous permettait de favoriser l'engagement des jeunes. Donc, on travaille avec eux pendant 1 mois. On forme un groupe de 10 jeunes. Ils sont accompagnés par une équipe tandem, intervenant social et instructeur de cirque social qui travaillent vraiment main dans la main là, pour créer un espace sécuritaire là, pour travailler avec les jeunes. L'objectif des jeunes, c'est de préparer une création qu'ils vont offrir à la communauté. Puis à la fin, ils reçoivent une allocation là, pour reconnaître leur participation. Puis peut-être 5 éléments de notre approche que je trouve qui favorisent vraiment l'engagement des jeunes. Puis c'est des choses qui ont un peu été nommées tantôt. Mais la première, c'est une approche centrée sur le participant. Donc vraiment centrée sur les besoins, où est-ce que le jeune se situe quand il rentre avec nous. C'est une approche qui est plus qualitative que quantitative. Une approche qui prend en compte le besoin des jeunes et non qui est moins dans la prise en charge. Donc, l'idée de leur redonner du pouvoir, pour nous, c'est vraiment essentiel. Deuxième élément, la durée. Le fait de, je disais tantôt, choisir 1 mois, pour nous, c'est important parce que justement, ça permet qu'il y ait un sentiment de succès. 1 mois, c'est pas trop long pour favoriser leur engagement. Puis aussi, on leur permet de refaire le processus. Puis ça, je pense que c'est important de voir ça comme ça peut être un long processus justement pour s'adapter aux besoins de chaque jeune. Troisième élément, le groupe. On travaille en groupe en cirque, puis ça, il y a plein d'effets positifs dans le fait de travailler en groupe, puis justement d'avoir des espaces de prise de parole, de prise de décision, développer leurs valeurs communes, puis l'autodétermination du groupe. Donc, l'équipe sont là vraiment pour les accompagner dans chaque prise de décision. Là. Des fois, je donne un exemple, juste comment on gère les retards du groupe. Puis souvent, ben, c'est les jeunes qui décident de comment ils vont gérer ces situations-là. Donc, tout le sens est mis sur le processus de ce groupe-là qui vit ensemble pendant 1 mois.
quatrième, là, j'ai l'impression que je dépasse un peu mon temps. Pour les partenariats, on travaille avec des jeunes en grande précarité, donc c'est sûr que de travailler en partenariat avec d'autres organismes, ça nous permet de créer un filet social pour ces jeunes-là. Notamment, on travaille avec les Carrefour Jeunesse Emploi, comme ça, quand les jeunes sont plus prêts à l'emploi, qui veulent être accompagnés de façon plus précise, mais il y a un pont qui est fait là, déjà par nos équipes. Et finalement, l'approche expérientielle, donc on part d'une expérience. On part d'une expérience des intérêts des jeunes, puis où est-ce que justement, entre autres, le corps est utilisé, puis la créativité est au centre là, de notre approche. Donc voilà en grand résumé là, ce qu'on fait avec ce volet-là. Merci, Catherine. On voit bien la boucle aussi avec Élise au début qui parlait d'expérientiel, donc 2 expérientiels différents, mais qui vont venir rejoindre justement des jeunes et des besoins différents. Donc, merci beaucoup. Et puis, Tania, la parole est à toi aussi. Alors, bonjour, vous m'entendez bien? Oui, ça va. Je viens vous parler d'hypnose. Je ne suis pas mesmère et je ne vais pas hypnotiser personne aujourd'hui. Alors, je viens vraiment vous parler de cette approche qui est très alternative, mais qui a des effets super intéressants chez les étudiants avec qui je travaille présentement en orientation au cégep. J'ai connu cette approche-là il y a 4 ans, lorsque je suis moi-même allée rencontrer une hypnothérapeute. Je me suis formée avec cette personne-là, avec cet institut-là. Pendant 2 ans, j'ai fait 1250 heures de formation, une fin de semaine sur 2, où est-ce que je suis allée chercher vraiment des outils, cette technique-là. Depuis 2 ans, ça fait 4 ans, depuis 2 ans, je suis hypnothérapeute à la maison. Les lundis, je rencontre des clients à la maison pour les aider à être mieux, à avoir un mieux-être dans leur vie, pour transformer des choses par l'hypnose. Alors, l'hypnose, c'est vraiment l'inconscient, donc on va... Mais je vous l'expliquerai plus en détail tantôt parce que ça peut être un petit peu complexe, mais ce que je peux vous dire, c'est ça, c'est que j'utilise l'hypnose maintenant, je me sens solide après 2 ans dans mon bureau à la maison, à l'utiliser en orientation. C'est tout nouveau pour moi. Je l'utilise depuis peut-être la session passée, où est-ce que je vais vraiment travailler avec les étudiants dans leur résistance. Où est-ce qu'ils ont des résistances, où est-ce qu'ils ont des peurs, où est-ce que les étudiants ont de la difficulté à faire des choix dans de l'indécision chronique ou des trucs comme ça. Dans leurs croyances aussi, beaucoup de croyances irrationnelles, des fois qui sont là, qui sont difficiles à défaire par le conscient. Donc, avec l'approche d'hypnose, on peut aller transformer ces choses-là. Puis, il y a vraiment des beaux résultats avec ces étudiants-là. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis venue faire un coming out, donc de vous parler de cette approche-là qui est des fois un peu comment dire, suspecte, parce que ça peut être vu différent par plein de personnes différentes, mais avec un cadre déontologique, éthique, ça peut être très, 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 très aidant pour les étudiants. Alors, voilà. Merci, tu nous donnes le goût de venir te rencontrer, poser plus de questions, c'est parfait. On vous tient en haleine. Donc maintenant, merci à vous.